Bonjour à tout le monde. Je suis très contente de l'invitation et d'être ici. C'est vraiment passionnant de vous entendre. Je dois constater l'évolution et les connaissances qu'on est en train de développer année après année, l'engagement, la sensibilité des intervenants. Voilà, je vais essayer aussi de contribuer avec qu'est-ce que moi et mon équipe on fait. Nous, on travaille sur les violences basées sur l'honneur. C'est ça notre projet. Et évidemment, dans l'intérieur de ce type de forme de violence, parce que la même chose que la terminologie violence à caractère sexuel, on a décidé de mettre violence pour qu'il soit large. Des fois, il y a aussi les défis de définir c'est quoi violence, mais ça limite pas à quelque chose comme agression sexuelle ou viol. Donc, c'est des violences à caractère sexuel et nous aussi, on parle pas de crime d'honneur, qu'il faut qu'il soit un crime qui soit dans les codes criminels. C'est plus large aussi. OK? Donc, je vais vous parler de qu'est-ce que nous, on peut considérer. Je ne donnerai pas de définition des violences des bacs que nous, on peut considérer comme violences basées sur l'honneur. Ça va jusqu'à maintenant? Ça va? Bon, et je suis une prof que je vais essayer de ne pas être prof parce que je vais aller, je parle tout le temps beaucoup, je suis la reine de l'école calane. Donc, je vais enlever la méthodologie, les cadres intersectionnels, tout ça, là, et je vais aller à qu'est-ce que je veux vraiment que vous reteniez, OK? Parce que le reste, on ne retient pas et c'est des blablabla, et après, il reste 2 minutes. Ah, OK. Bon, ça va m'arriver aussi, hein, que vous allez me dire que c'est 2 minutes. Bon, voilà, juste en fait, les violences basées sur l'honneur, c'est surtout, mais pas seulement, considérer une violence genrée, surtout envers les filles et les femmes. Et c'est ça qu'on voit dans la prévalence, mais c'est pas seulement. Et c'est aussi une violence familiale et communautaire. Et le but, c'est de prévenir que la femme ou la fille cause le déshonneur à sa famille et ou à la communauté. Et s'il y a déjà causé les déshonneurs, c'est pour ça que je les mets entre guillemets, parce que les déshonneurs, pour quelques-uns, ce n'est pas un déshonneur pour les autres. Et, c'est de rétablir l'honneur. Oui. Donc, est considéré en violence familiale, mais on fait la différence d'une violence familiale classique et les violences basées sur l'honneur parce que plusieurs membres de la famille peuvent intervenir, plusieurs membres de la famille peuvent être victimes en même temps. On pense que la femme ou la fille a causé un déshonneur, il faut les remédier et c'est pour ça que les agresseurs, ils n'ont pas de remords. Donc, la difficulté pour une victime de violence basée sur l'honneur est différente à ce qu'ils vivent les victimes de violences familiales, entre guillemets, classiques. C'est que si, par exemple, moi, je suis victime de violences familiales, et normalement, je pourrais aller cogner la porte chez mon voisin, je peux aller voir ma sœur, je peux aller voir ma mère, je peux aller voir plusieurs personnes de ma communauté, de mes voisins. Et dans les cas de violences basées sur l'honneur, c'est la communauté, la famille. Donc, c'est très difficile à pouvoir sortir des fois et aller demander de l'aide parce que le filet de sécurité est différent à ce moment-là. Bon. Et nous, on est allé à la protection de la jeunesse, on est allé dans les maisons d'hébergement et on est allé en milieu collégial. Rapidement, on est une équipe interdisciplinaire, interculturelle, avec, interdisciplinaire. Et vous savez là, mes meilleurs amis du monde qui sont là pour être là en équipe et les partenaires de terrain, la DPJ, la Fédération des maisons d'hébergement, les services, les boucliers d'Athéna, on a
et la table intersectionnelle des violences à caractère sexuel au milieu collégial, Véronique, et la table collégiale en intervention interculturelle qui nous ont aidés. Merci, CRSH, pour nous donner de l'argent pour pouvoir faire tout ça. Bon, la première chose que moi, que je veux clarifier, moi, mes recherches depuis tout le temps, c'était surtout les femmes et surtout les femmes immigrantes. C'est ça mes intérêts de recherche. Okay? Quand j'ai commencé ma maîtrise, c'était la double vulnérabilité de la femme immigrante en violence conjugale. Donc, moi, je m'intéresse aux violences basées sur l'honneur en général parce que je m'intéresse à la violence faite aux femmes en général, mais aussi tout particulièrement sur les femmes racisées, immigrantes, issues de l'immigration. Donc, c'est pour ça que moi, je soumets ces deux-là. Mais je vais laisser clair depuis le début que ce n'est pas une question d'immigration, ni de culture, ni de religion. C'est surtout le fruit d'une culture patriarcale où la chasteté de la femme, la virginité de la femme, c'est très important et c'est les hommes qui dominent et les femmes doivent être soumises à ce qu'ils disent. Ben, c'est vraiment très synthétisé, on pourrait après parler, j'essaie de passer tout ça très vite pour après aller dans les croustillants. Bon, par rapport à ça, oui, actuellement, on fait les liens et peut-être des amalgames entre violence basée sur le Nord et contexte migratoire. Si l'affaire Shafia, c'était un cas terrible de violence basée sur le Nord, c'était le cas qui nous a réveillés à être sensibilisés à ce concept de violence basée sur le Nord. Et le fait que la famille Shafia en 2009, c'était une famille d'Afghanistan, fait en sorte qu'on fait les liens assez automatiques entre violence basée sur l'honneur et l'immigration. C'est vrai qu'actuellement, c'est la prévalence, il y a un lien avec les familles immigrantes, mais on peut parler, par exemple, comment jusqu'à 1970, au moins, les femmes québécoises qui tombaient enceintes, qui n'étaient pas mariées, enceintes, on sait que comme la Vierge Marie, on tombe enceinte tout seul, là, c'est ça, on le connaît tout le monde, c'est ça. Et donc, c'était juste les femmes québécoises non mariées, pas les pères de l'enfant qui devaient être cachés. Donc, les enfants qui naissaient des femmes québécoises non mariées, c'était des enfants du péché qu'on les donnait en adoption forcée. L'attrait des enfants, c'était les déshonneurs dans les villages, dans la famille, et on les envoyait, les enfants en adoption forcée à Montréal, et les filles étaient cachées. Tout ça avec la complicité de la famille et l'Église. Et ça, c'est vraiment carrément, tout ça, c'est des violences basées sur l'honneur. Récemment, on a vu aussi les sectes comme l'Ef Tao, Bountiful, qui est à la polygamie, il y a les mariages forcés, les mariages précoces, où c'est des enfants qui sont mariés de force, donc des viols, polygamie, donc ça veut dire aussi c'est l'homme, le mari qui décide quand on va avoir un rapport sexuel ou on ne le saura pas. Et il y a eu la traite des femmes dans un but de mariage où des filles de 13-14 ans y ont été envoyées chez quelqu'un qui va les marier et il va avoir des agressions sexuelles parce que c'est des viols, des relations non consenties. Et on va voir aussi des membres de la communauté LGBTQ+, et, entre autres, ma collègue de l'Université de Moncton, Madeleine Lamboli, a analysé un cas concret d'une femme transgendre qui avait vécu, était victime de violences basées sur l'honneur, à cause du dévoilement et la honte à cause de la sexualité qui avait causé la honte dans la famille, dans les pays d'origine, est venue ici à demander
le statut de réfugié. Mais actuellement, ici, les cas qu'on a trouvés, autant dans la maison d'hébergement, notamment dans les collèges et dans tous les cas de la DPJ, qu'on a eu plus de 50, étaient des familles issues de l'immigration. Là, je vais dire qu'il faut faire attention aux faux positifs et aux faux négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Des fois, quand c'est des familles issues de l'immigration, on va plus facilement considérer que c'est une violence basée sur le Nord. Donc, ça peut être des faux positifs. Et des fois, le fait qu'il ne vient pas la victime, qu'il ne vient pas, qu'il soit québécois de souche, je n'aime pas dire ça, mais qu'il ne soit pas issu de l'immigration, peut-être qu'on va avoir des faux négatifs parce que ceux qui ne sont pas issus de l'immigration, ce n'est pas eux qui causent des violences basées sur le Nord. J'espère que je ne vais pas trop vite et que vous me suivez bien. Bon, ici, donc, quelle est violence basée sur l'honneur? C'est, comme je dis, c'est pour prévenir les déshonneurs et rétablir si l'honneur il y a eu un déshonneur, entre guillemets. Donc, par rapport à la sexualité, qu'une femme ou une fille choisit son partenaire amoureux, notamment dans un groupe exogame, dans le sens qu'à l'extérieur de la communauté, ou le fait qu'il a voulu choisir son amoureux qui n'est pas de sa culture, de sa religion, etc. Et le fait qu'il a refusé peut-être un mariage arrangé ou qui s'échappait des mariages forcés. Et le fait qu'il y a eu des relations sexuelles prémaritales, donc que la fille ou la femme n'est plus vierge, donc elle n'a pas respecté la chasteté, ou les relations extra-conjugales, ou vouloir se divorcer, ça va causer les déshonneurs de la famille. Donc, pour rétablir les déshonneurs de la famille et rétablir l'honneur, je veux dire, il va y avoir des différentes violences basées sur l'honneur qu'on peut-être considérer des violences à caractère sexuel. Donc, par exemple, tous les discours et comportements de la famille et de la communauté homophobes, hétérosexistes, etc., etc. Les violences, excusez-moi la virgule, sexuelles en général, les contrôles excessifs ou coercitifs, mais on sait que le contrôle excessif, c'est surtout contrôle de la sexualité de la fille et de la femme. Les mutilations génitales féminines, ça ici on comprend l'excision, l'infibulation, l'ablation des petites lèvres et grandes lèvres, et ou. OK? Donc, excision et ou ablation et ou infibulation. Infibulation, rapidement, c'est quand on coudre les petites et ou les grandes lèvres. OK? Et tout ça, il va avoir des conséquences importantes dans la sexualité de la femme, dans la santé de la femme. Et par rapport à l'excision, aussi, il va avoir des conséquences dans les rapports sexuels, dans le développement de la sexualité saine et épanouie de la fille et de la femme. La douleur, et comme je vais peut-être vous parler plus tard si j'arrive à arriver, le fait que quand il y a eu plusieurs cas qu'on a entendus, je vais le dire maintenant, étant donné que je parle de la mariage forcé, mutilation génitale féminine. C'est le cas, par exemple, on a entendu, on a vu dans notre recherche des femmes qui avaient vécu la mutilation, l'excision dans les pays d'origine, ou ici, quand il y avait, en étant une petite fille, et peut-être que pour la fille, pour la femme, c'était normalisé parce que sa sœur, sa mère et ses amis avaient été aussi excisés, mais une fois qu'ils deviennent ados et que c'est le moment d'avoir des relations sexuelles, ils se rendent compte qui, quand on parle, par exemple, de les relations sexuelles ou de la masturbation féminine, qu'ils ont été excisés et là, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Là, c'est là qui peut-être
quand il arrive ici au Canada, il se rend compte que peut-être c'est pas normal et il commence peut-être à avoir honte d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un parce que a honte de qu'est-ce que l'autre personne va penser. Donc, tout ça, c'est des violences à notre avis à caractère sexuel. Les parents qui ont adopté un enfant, une fille qui avait été excisée, ils ont demandé dans une consultation comment intervenir, comment accompagner leur fille qui un jour va être adolescente et un jour elle va se rendre compte qu'elle a été excisée et quand va être le moment d'avoir un copain. Donc, on a aussi le mariage forcé et précoce où on inclut aussi les relations consensuelles et non consenties, la polygamie et la coercition reproductive où on oblige, où on interdit d'avoir un enfant, avoir une grossesse ou pas, et la traite des personnes dans le but de caractère agression sexuelle. Bon, surtout une chose qu'on voit dans toutes les violences basées sur l'honneur, c'est une dynamique de contrôle excessif. Et le contrôle excessif, c'est surtout un contrôle de la sexualité de la femme et la fille. Donc, les filles et les femmes, surtout, ils vont être dans un dynamique de continuer de la violence qui est composée par tu es interdit de faire ça, tu es obligé de faire ça, on va te surveiller. Si tu côtoies quelqu'un que ce n'est pas, ou tu as des relations sexuelles avant le mariage, et tu vas avoir des représailles. Et donc, on a les menaces et les représailles. Et les représailles sont les violences basées sur l'honneur. Donc, le contrôle excessif, la définition maison qu'on a, nous, dans notre équipe, c'est la dynamique de violence grave et continue qui comprend un cumul d'obligations interdites, de surveillance, de menaces et de représailles, dans le but de maîtriser la vie sociale et sexuelle de la personne, notamment des femmes, mais pas seulement, afin de faire respecter et rétablir les normes et valeurs de la famille ou de la communauté ou de la communauté, deux fois, c'est super. Et donc, le contrôle excessif doit être grave, continu, il doit causer un préjudice dans la femme ou la fille, surtout. Et ce contrôle excessif, pour faire la différence entre un contrôle excessif, un contrôle parental légitime et un contrôle excessif illégitime, c'est ce qui est fait pour contrôler la sexualité de la fille et l'honneur de la fille et pas pour la protéger. Pour la protéger. Catherine, combien de temps il me reste? 5 minutes. Bon. C'est surtout, selon nos recherches et des autres recherches qui le confirment aussi, c'est surtout à l'adolescence où quand la fille commence peut-être à avoir la possibilité d'avoir relations sexuelles et surtout lorsque elle commence peut-être à la fin du secondaire où la fille démontre un désir d'autonomie, d'indépendance, qu'on va commencer à avoir ce contrôle excessif. Et par rapport à ce contrôle excessif lié à la sexualité, mais c'est pas que toutes les surveillances de la famille, de la fratrie, on va l'accompagner à l'école, on va les ramener après de l'école à la maison pour être sûr qu'il ne va pas côtoyer des garçons qui l'interdiction aussi des contacts de sexe opposé, etc. Donc, tout ce que c'est contrôlé pour que la fille, l'adolescent ou la femme ne puisse pas avoir des relations sexuelles, soit parce qu'on n'aime pas avec qui la fille, qui fréquente la fille, parce que ce n'est pas la famille ne l'aime pas ou ne l'a pas choisi, et aussi pour contrôler la sexualité de la fille. Bon, ici, c'est un cas, et plusieurs qui me connaissent, ils l'ont entendu parler, c'est un cas
de la DPJ au centre-sud de Montréal. Il y a eu aussi un cas de la Chambre de la jeunesse. C'est une fille de 14 ans qui, à deux reprises, sa mère, et quand la fille est rentrée à la maison, et sa mère l'a, l'a touchée, a pénétré ses doigts pour vérifier si était vierge ou pas. Finalement, la Chambre de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse, par rapport à la protection de la jeunesse, a déclaré, copie-collé du jugement, que la sécurité et le développement de l'adolescente étaient compromises. Entre autres, ils ont considéré que essayer de voir, de vérifier si elle était ou pas vierge ou pas, et a été considérée comme un abus sexuel. Bon, les répercussions sur la fille et les femmes qui sont victimes de violences basées sur l'honneur et à caractère sexuel sont multiples. Par rapport à l'impact psychologique, par rapport à l'impact sexuel, ça va toucher le développement sexuel épanoui de la fille. Ça va freiner son intégration sociale, ça va freiner ses relations amoureuses, relations sexuelles, et des fois, il y a le sentiment de honte dans les cas d'excision, qui va dire, la femme, il va dire, je ne suis pas normale, j'étais excisée, je ne vais pas me montrer de telle façon devant mon amoureux, etc. On a vu aussi des troubles de comportement, de fugue, d'automutilation et consommation. On a vu aussi des prises antidépresseurs, etc. Donc, les impacts sont très importants dans les cas de la fille et la femme. Et dans les cas de violences basées sur l'honneur, étant donné que plusieurs membres de la famille et la communauté sont impliqués, la réadaptation et la réinsertion sont extrêmement difficiles du fait que la famille et la communauté sont leurs seuls repères. Je vais essayer d'avancer. Je vais finir avec ça, Catherine. Oui, c'est ma dernière à cette étape. Par rapport à comment est-ce qu'on s'en sort, de cette victimisation à caractère sexuel en contexte de violence basée sur l'honneur, c'est très difficile de la part de la victime, et aussi les difficultés des enjeux par rapport aux intervenants qui sont prises devant cette situation. Donc, par rapport à la victime, c'est la difficulté, étant donné que moi, je fais dans mon équipe, on travaille surtout sur un contexte d'immigration, mais attention encore, ce n'est pas juste des femmes et des filles et des familles issues de l'immigration, mais notre cas, c'est ça qu'on étudie. C'est la difficulté de faire confiance, d'abord parce que souvent on stigmatise les femmes et familles immigrantes, on les considère des barbares. Donc, est-ce qu'ils vont nous comprendre? Est-ce qu'ils vont nous ou ils vont pas nous comprendre, ou ils vont nous juger si on parle avec un intervenant, si on va dénoncer à la police? C'est difficile la relation de confiance. Et aussi, malgré le fait qu'ils sont victimes de plusieurs membres de la famille, la communauté, ça n'empêche pas à la fille, à l'adolescent, à la femme d'aimer la fratrie, d'aimer leurs parents, d'aimer leur communauté. Donc, ils sont déchirés parce qu'ils savent que presque la seule façon de s'en sortir, c'est de quitter leur famille. Donc, ils sont déchirés dans ce moment-là. Et par rapport aux intervenants, tous les chocs culturels,
Et pas juste parce qu'il y a la religion, l'immigration qui est là, mais aussi la façon que les intervenants peuvent voir le rôle de la femme, de la sexualité, etc. Euh, et beaucoup de préoccupations des intervenants, mais des fois, nous, dans nos recherches, je vais finir, Catherine, je ne veux pas que tu te mords les ongles, je te sens là, je vais finir. Des fois, les intervenants, qu'est-ce qu'ils nous ont dit, autant dans les maisons d'hébergement, autant dans la DPJ et autant dans les CHEP, c'est l'impuissance. L'impuissance et le sentiment de peut-être pas être l'auteur dans ces cas-là et faire d'être maladroite et peut-être causer par rapport à la migration, la sexualité, etc., comment toucher ce phénomène où la famille, la communauté sont impliquées. Donc, c'est encore nous, et là j'ai fini notre équipe, et on a notre objectif final, c'est de redonner à notre partenaire du milieu, donc entre autres maintenant au CEGEP, aux différentes tables intercollégiales, de revenir avec les résultats et continuer à former par rapport à ce qu'on sait afin de pouvoir mieux accompagner les victimes et mieux outiller les intervenants. Merci.